Fidèle à sa vocation première, fidèle à sa vocation première, vous informer et vous faire partager, faire le lien entre vous et nos autorités, entre vous avec l'ensemble des populations pour partager ensemble. C'est notre mission de service public, mission de service public de proximité. C'est grâce à votre fidélité que nous pouvons vous apporter ce mardi un temps de parole avec pas seulement des officiels, pas seulement des institutionnels, mais des jeunes hommes, des jeunes femmes qui partagent aussi la notion du caractère autochtone. Autour de la table cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir le collectif des intellectuels Kanak. Des jeunes qui ont décidé de s'appuyer sur leurs coutumes, qui ont décidé de s'appuyer sur leur héritage, leur patrimoine, pour dire que la réflexion part aussi. La réflexion puise aussi ses racines dans les clans, dans les familles. Et cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir le président du collectif des intellectuels Kanak, M. Khouloué Elekonen. Bonjour. Et avec le secrétaire général adjoint, Wadja Hauchas. M. Hauchas, bonjour. Bonjour. Voilà, pour commencer, un petit rappel, parce que vous n'êtes peut-être pas connu, du moins sur la place publique, mais cette démarche-là des intellectuels Kanak, il y a une particularité, quelque chose qui est propre. Parler de l'origine, pourquoi la mise en place de ce collectif et dans quel but? Eh bien, l'origine de ce collectif remonte en 2016. Il y a eu des discussions qui se sont mises en place pour apporter des réflexions sur la place publique, vu le monopole de la parole de la part des institutions, et de faire participer plusieurs intervenants dans plusieurs domaines, surtout au niveau de la jeunesse. La jeunesse n'a pas souvent la parole sur la scène, on va dire sur la scène médiatique. C'est pour ça que le collectif s'est constitué en 2016 pour pouvoir donner un moyen d'expression aux jeunes des quartiers populaires et aux jeunes en général dans toute la Kanaki, de l'île de Pote jusqu'à Tokano. Quelque chose que vous avez initié en disant que le système actuel, la façon de classer, de dire il y a tel et un tel qui peut être classé comme intellectuel, qui ne vous convient pas. Et à retour de prolonger la réflexion, je voudrais bien dire le bonjour à toutes les instances coutumières du droit authentique. Ça veut dire les 49 souverains, les 355 princes et les 3125 clans qui constituent le système de gestion, d'administration et de gouvernement. Alors pour continuer la réflexion, alors le thème d'aujourd'hui, bien sûr, on va bien l'éclaircir aujourd'hui, c'est le système éducatif national français qui est implanté ici depuis les années 1862. Et ce système-là, il a fait asseoir ce qu'on appelle le formatage des consciences, de l'intelligence, du mental, du psychopsychisme de nos grands-pères. Et jusqu'à maintenant, on constate les effets récurrents de ce système-là qui met en errance et en perdition le Kanak, malgré son ascension sociale dans cette société dite française ou européenne ou occidentale. Mais le Kanak sera toujours relégué en tant que balayeur ou en tant que petit serviteur, quoi. Enfin, voilà. Il y a cette volonté-là, ce constat-là, on est face à un constat. La jeune génération constate cette situation et il y a une volonté de réorganiser, de repartir. C'était volontaire de votre part de resituer, de saluer, quand vous parlez des 49 royaumes, on peut dire de cette manière-là, parce qu'en fait, il y a tout un vocabulaire qui va dans le même sens, dans le sens de cette réorganisation. On va dire qu'il y a eu l'État colonial qui a remplacé et vous voulez réhabiliter les différents royaumes. Exactement. À travers cette... nous, on emploierait plus les deux terminologies, la structuration et la restructuration
de nos instances coutumières de droit authentique qui ont une existence antérieure, empirique et endémique à celle des institutions françaises implantées depuis l'acte intempestif des prises illégales de possession impudique, comme on l'avait dit la dernière fois dans la dernière émission, le 24 septembre 1953, date de sinistre mémoire pour le pays kanak et le peuple kanak concerné. Donc il y a cette volonté-là, et puis maintenant, il y a une organisation pour pouvoir non seulement contester, mais je pense qu'il y a des idées de proposer, il y a des pistes qui peuvent être proposées. Oui, bien sûr, parce que les propositions et les idées, elles sont là, elles sont tout à fait avec nous. Donc, dans le pays où nous vivons ici en Conakry, donc on a les moyens, on a ce qu'il faut, et puis c'est à chacun de nous ici, de ce pays-là, de se restructurer et de trouver des solutions ici dans notre pays. Donc pour vous, au niveau du collectif, mise en place cette association, enfin du moins ce collectif-là s'est mis en place, il y a des actions que vous préconisez, des réunions régulières, il y a des informations, des sensibilisations. À travers les médias, vous venez vous occuper des espaces pour expliquer votre démarche et dire quel est il y a un plan d'action, des choses que vous voulez mettre en place, faire des propositions, des rencontres que vous initiez. Oui, exactement. Dans ce sens, il y a eu des courriers qui ont émané du collectif vers les institutions. Plus particulièrement des courriers dont le contenu repositionne la troisième institution qui émane de la coordination, c'est-à-dire le Sénat coutumier consultatif. Vu les réformes menées par cette institution-là, ils ne peuvent changer les choses puisque c'est une institution française justement on va dire, qui assassine la coutume puisqu'elle est consultative alors que la coutume elle est exécutive. Effectivement, ce constat-là, les coutumiers, ils font après plus de 20 ans d'expérience, ils ont vu qu'ils sont toujours laissés à la marge, on les consulte seulement, les décisions, ils ne les prennent pas, sauf peut-être des choses qui concernent tout ce qui relève de la famille, du clan. Vous, à votre niveau, je voudrais savoir comment est-ce que vous travaillez, est-ce qu'il y a un travail déjà qui est fait en direction des 49 royaumes qui sont identifiés comme tels? Alors, pour ce travail-là, au niveau intellectuel, bien sûr, on le rappelle, en tant que collectif des intellectuels, ça veut dire si nous, on a les facultés, les capacités à parler, à mettre en avant nos pensées, à s'exprimer et de dire la vérité, bien sûr, parce que le fond de ce travail-là, c'est bien sûr de dire la vérité. C'est de solliciter beaucoup nos instances coutumières, nos responsables qui sont représentatifs de ce qu'on disait tout à l'heure, les terminologies employées, comme on utilise ces terminologies bien spécifiques, les rois, les princes et les chefs de clan. Parce que pourquoi on lui dit ça? C'est pour être bien clair avec tous ceux qui véhiculent des discours contradictoires ou qui disent que tout ce qui émane du collectif est utopique. C'est un message aujourd'hui que j'en profite pour dire que quand la France elle a guillotiné son dernier roi sur la place de la Bastille en 1789, elle n'a pas voulu appliquer le même système qu'elle a mis en place là-bas. Et en assassinant leur roi, leur dernier roi, la France a assassiné la coutume. Et nous, on dit simplement que c'est un problème franco-français. Mais au Conakry, nous avons toujours nos royaumes, nos rois, nos principautés, nos princes et nos chefs de clan, les clans. Et c'est pour ça que la France ici, elle nous a fait baigner de ce qu'on appelle le réductionnisme français. Elle nous a ramené à un niveau plus bas, alors qu'ici, il n'y a pas de chef de chantier. C'est pour ça qu'on répudie fermement, catégoriquement, les termes grand chef et petit chef. Voilà. C'est juste pour un petit éclaircissement sur ce... Je pense que c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a une logique républicaine qui n'est pas la même que la logique monarchique, c'est-à-dire de l'époque hors métropole. Et si on fait la transposition, ici, quand ils sont arrivés, ils ont effectivement détruit ces structures coutumières et ils ont voulu implanter le système républicain. Et c'est tout le questionnement qui est posé à toute la nouvelle génération, la jeune génération maintenant. Quel modèle proposer au lendemain du référendum? Qu'est-ce que nous allons proposer? Allons-nous faire du copier-coller ou allons-nous proposer autre chose?
Puis, pour répondre à cette réflexion, nous, on a déjà fait un travail déjà dans les quartiers et puis avec des jeunes. Donc, et nous, on dit que la réflexion, ça ne concerne que les jeunes. Donc, on leur dit que, bien sûr, il y aura le référendum le 4 novembre, mais c'est à la jeunesse de décider. C'est à eux tout seuls de voir ce qu'ils peuvent faire. Donc, nous, on les impose pas ou on les force pas d'aller voter. Parce que ça contredirait quelque part leur réflexion. On leur dit que voilà, il y a le 4 novembre et c'est à vous de voir ce qui est juste pour vous. Ça, c'est le travail qu'on essaie de... Il y a une sensibilisation. Voilà, une sensibilisation de la nouvelle génération et de les accompagner, bien sûr, pour après 2018. Qu'est-ce qui vous est difficile là, dans le travail qui est fait actuellement au niveau de la sensibilisation? Alors, ce qui est difficile pour ma part, c'est le monopole, de l'espace de parole à travers les masses médias. Et on remercie au passage Djido qui nous a permis, depuis la dernière émission. Il y a déjà deux émissions suite à laquelle on a été sollicité. Celle-ci, ce sera la troisième. Et on remercie Djido pour ça, pour avoir pour nous donner l'opportunité de pouvoir faire passer le message. Et dans tout ça, je veux dire, quand on parle d'éducation, moi je dis que c'est une forme de, il y a ce qu'on appelle à l'intérieur le système de dominant-dominé. Celui qui enseigne et celui qu'on enseigne, quoi. Ça veut dire qu'il y a un rapport de force entre il y a le tuteur et il y a celui qui est éduqué, quoi. Et donc ici, ce système-là, il n'est pas en adéquation avec ce qu'on appelle dans le monde kanak, où il y a il y a déjà les méthodes de pédagogie, ce qu'on appelle ça, la pédagogie coutumière, à travers l'oralité, où la répétition est l'âme de la pédagogie. C'est à travers ça que... Et ça, ce travail-là, il est mené dans ce qu'on appelle des cases d'initiation kanak. Ça a toujours existé, et ça existe toujours. Nous, on est là aussi pour solliciter les chefs de famille, les tontons maternels, à avoir des discussions avec leurs neveux, leurs enfants, tout ce qui concerne la culture kanak. Parce que la culture, c'est un terme vraiment vaste, où à l'intérieur, on retrouve plusieurs aspects de la culture, plusieurs points forts de la culture kanak. Et c'est pour lutter justement contre ces effets, on appelle ça des effets négatifs, des effets coercitifs, si vous voulez. Ces effets coercitifs qui fait que le kanak, jamais on lui donnera le poste de président de la SNM, jamais on lui donnera le poste du président du MEDEF, jamais il sera à la tête des postes stratégiques. Certes, on pourra compter sur les doigts, mais je veux dire, il n'y a pas eu ce rééquilibrage au niveau économique. Il n'y a pas eu cette intégration auprès des postes où il y a des secteurs porteurs, des secteurs porteurs. Donc on ne peut même pas compter sur les doigts des géophysiciens kanak, des médecins urgentistes. C'est pour ça que là, il y a un caractère discriminatoire envers je veux dire, l'évolution intellectuelle du kanak, où ces accords cadres n'ont pas permis l'émancipation vraiment intellectuelle, culturelle, spirituelle, à tous les niveaux du kanak, chez lui. Monsieur Kouloué Elekon et monsieur Haouchas Ouadja du collectif des intellectuels, je vous propose de marquer une pause. Nous sommes sur Radio Djido. Nous allons bientôt arriver vers 14h pour rappeler à nos auditeurs que nous sommes bien sur l'espace Nitani et on excuse nos sénateurs qui n'ont pas pu se libérer pour aujourd'hui pour la parole autochtone, mais nous avons quand même des coutumiers qui sont là avec nous et qui partagent, des intellectuels qui sont là, partager ensemble ce que les uns et les autres pensent de notre posture. Une petite pause musicale et nous revenons dans nos discussions. Éducation toujours. Il y a des choses que vous voulez qu'on